Durant le premier confinement de 2020, les gens avaient pris l'habitude de se placer tous les jours à 20 heures à leur fenêtre afin d'applaudir le personnel soignant. Plus globalement, la pandémie a mis en lumière l'ensemble des travailleurs de première ligne, fortement mobilisés pour assurer la continuité des secteurs essentiels et des services vitaux. Effectuant des tâches difficiles, parfois ingrates, soumis à des horaires décalés et à une amplitude horaire forte, ces travailleurs invisibles avaient une mission essentielle et étaient pourtant mal rémunérés pour l'accomplir. Pourquoi des métiers qui possèdent une indéniable utilité sont-ils si peu considérés, alors que d'autres, qui semblent n'avoir aucun impact social positif, occupent le sommet de la hiérarchie sociale? C'est la question que pose avec brio et avec un humour décapant l'anthropologue David Graeber dans Bullshit Job. Ce qui me paraît essentiel avec le concept forgé par David Graeber de Bullshit Job, c'est que ça brise un tabou social important. Après son étude, il y a des enquêtes qui ont été publiées avec des résultats qui ont été édifiants. Par exemple, aux Pays-Bas, 40% des travailleurs déclaraient que leur travail pourrait ne pas exister demain et que le monde ne s'en porterait pas plus mal. Alors c'est justement pour interroger ce concept et au-delà, pour interroger notre rapport subjectif et ambivalent au travail, que j'ai décidé de donner rendez-vous ici à l'une de mes étudiantes, Eugénie Allium. Eugénie, Bonjour Olivier. ça va? Bien et vous? Très bien. Écoute, je suis ravi de te retrouver pour parler des Bullshit Jobs dans ce cadre. Alors, pour l'instant, on est dans une rue parisienne, typique. On va s'installer dans un parc pour avoir une qualité de réflexion qui sera plus grande, puisque dans l'introduction préalable, je parle du confinement et de ce que ça a eu comme effet. Il y en a certains qui se sont retirés à la campagne. Eh bien, moi, je nous propose d'aller faire une mise au vert. Eh bien, parfaitement, je vous suis. Allons-y. Tu vois, il reste des cœurs et beaucoup de cœurs. Oui, tout à fait. Je crois qu'on... Il y a une définition relativement simple pour présenter les bullshit jobs par David Graeber. Il va nous dire que ce sont des jobs qui pourraient disparaître du jour au lendemain et personne ne s'en apercevrait. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est des jobs qui sont parfaitement inutiles, mais qui sont présents dans la société et qui sont capables de maquiller le vide de leur contenu par un discours sur leur utilité sociale. Ils sont capables de faire semblant, présenter avec conviction un job qui finalement n'a aucune utilité sociale. C'est des foutaises. C'est la traduction qu'on peut faire de bullshit. Ce sont des conneries. Autre traduction possible. Et il y a, tu vois, Eugénie, une façon assez simple de se rendre compte quand on a affaire à un bullshit job, c'est une soirée. Tu te rends dans une soirée, tu discutes avec des gens. Celui qui occupe un bullshit job, tu sais comment il va se présenter? Franchement, j'imagine qu'il parle trop. Tu vois juste. Parce qu'on l'a tous vécu cette situation. Tu rencontres des gens, tu leur demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et alors, il y a des gens qui occupent un emploi utile. Et là, en un mot, tu comprends l'essence de leur métier. Je te parle d'un médecin. Le médecin, tu sais ce qu'il fait. Je suis enseignant. Ça m'arrive souvent de parler de ça. Les gens viennent me voir. Ah oui, tu es enseignant. Et donc, ils me posent toutes sortes de questions sur comment vont les enfants aujourd'hui après le Covid. Quelles sont mes méthodes pédagogiques? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que je préfère avoir des grosses classes, des petites classes? Est-ce que j'enseigne en amphi? Enfin, ils ont un intérêt réel et une curiosité pour la question. Par contre, celui qui occupe un bullshit job, on sent que c'est quelqu'un qui est important, mais on ne comprend pas très bien ce qu'il fait. Et il a besoin souvent de plus de 5, 6, 7, 10 phrases pour arriver à mettre des mots sur son activité qui, au final, paraît toujours aussi floue, aussi opaque. Et on peut même se dire, si on est un peu pervers et tordu, que ce flou et cette opacité fait partie de son travail lui-même. D'accord. Donc d'un côté, on a des métiers très simples et que tout le monde connaît. Et de l'autre, on a des métiers très compliqués, opaques, où vraiment les personnes en font des caisses pour noyer le poisson. C'est exactement ça. En fait, le bullshitter, il n'a pas tellement envie de parler de son travail. D'ailleurs, tu le verras aussi dans la situation, si tu l'amènes à parler de lui, il n'est pas très à l'aise sur son travail, il va souvent relancer sur d'autres sujets en disant « Ouais, c'est bon, on est là pour s'amuser, on va pas parler de notre travail. » Tu vois, c'est une façon de le repérer aussi. Mais si on en restait là, on pourrait dire c'est très amusant, c'est ludique, mais tout ça n'est pas très sérieux. Le problème, ce que nous dit David Graeber, c'est que ces jobs sont en plus toxiques, ils sont nuisibles socialement. C'est-à-dire qu'ils n'œuvrent pas à améliorer les choses, l'état des choses entre les gens. Ils ont plutôt tendance à détériorer notre rapport au monde et notre rapport aux autres. Il y a des gens qui veulent vraiment faire ça de leur vie. Ouais, c'est une vraie question. En plus, tu peux te dire qui aimerait avoir ce genre de métier. Et si tu regardes la situation concrète, l'enquête de Graeber le montre, c'est qu'il prolifère en plus. Il y en a de plus en plus des bullshit jobs. Alors comment expliquer ça? Ça montre qu'on a un rapport qui est ambivalent, je le disais en introduction, à notre travail. On le vit un peu comme une contrainte.
j'ai fait une vidéo sur Matthew Crawford où je disais que le salaire, c'était une compensation pour l'exercice qu'on effectue au quotidien, quoi. On se rend au travail, parfois, travail, métro, boulot, dodo, enfin on connaît tous l'adage, c'est difficile. Et en même temps, on fait des études pour faire le travail qui nous plaira le plus. C'est-à-dire qu'on voit aussi le travail comme une façon de s'accomplir, de se réaliser en tant que personne, en tant qu'individu. On veut laisser quelque chose grâce au travail. Donc déjà, il y a un rapport un peu ambivalent au travail. Mais ce rapport-là, il suffit pas d'indiquer ce qu'est la réalité de notre rapport au travail dans la société. C'est pas simplement une activité qui est rémunérée. On a produit quelque chose, on est payé pour cette activité, que ce soit des biens ou des services, hein. Il y a aussi la question, je viens de la traiter, du développement personnel. Genre, je veux m'épanouir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une question de ce qui est recherché socialement, ce qui est valorisé socialement. On fait un travail parce qu'il nous paraît bien, il nous paraît gratifiant, il nous paraît légitime, il nous paraît cool. Et pour faire ce travail cool, donc c'est des normes en fait sociales qui vont nous dire qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est pas cool. On va faire des études et on va faire un choix. Il se trouve que les bullshit jobs, tu vois, j'ai fait un long détour pour revenir à eux, c'est des métiers qui sont socialement valorisés. Beaucoup de métiers qui sont liés au service, au métier de l'information. Quand tu es communicant, quand tu es lobbyiste, quand tu es publicitaire, bah, c'est des métiers cool. Pour David Graeber, il y a de fortes chances que ça rentre dans les bullshit jobs. Et c'est des métiers qui vont demander un niveau d'études assez élevé, peut-être des filières sélectives, et après ça, tu vas pouvoir les exercer. Donc, il y a cette question de la valorisation sociale qui est derrière aussi, de certains types de métiers. Que des emplois prestigieux. Tu as raison de souligner le fait que ce soit prestigieux. Et c'est l'une des raisons du succès aussi du livre de Graeber, c'est que justement, il s'en prenait à des métiers qui étaient gratifiants, qui étaient prestigieux. Et même pour travailler sur ça, c'est pas évident. Donc il fait un travail qui est assez amusant à mon sens, c'est il va les requalifier, il va les renommer ces bullshit jobs, il va leur donner des noms qui seront plus péjoratifs. En fait, il va les faire redescendre de leur piédestal. On va jouer avec lui à une sorte de jeu des 7 familles, mais où il y aurait que 5 familles puisqu'il y a 5 types de bullshit jobs. Donc c'est le jeu des 5 familles, pas des 7. Oui, exactement, c'est ça. Et on se distribue les cartes et on voit à quelle famille on appartient. Ou alors, si on est hors catégorie, ça veut dire qu'on n'a pas de bullshit job. Ouf. On va essayer de faire une typologie, on va voir si on se reconnaît. Il y a 5 types de bullshit job. Alors, la première catégorie, c'est ce qu'il appelle, tu vas voir, c'est acide tout de suite, les jobs de larbin. Ça commence fort. Les jobs de larbin, ils sont là juste pour valoriser l'entreprise ou le supérieur hiérarchique direct, ou celui de-dessus encore. Je te donne un exemple. Il le cite lui-même parce qu'il a eu des témoignages qui ont été recueillis. Il parle de Grete. Grete, elle travaille dans une maison d'édition. Elle est réceptionniste, Grete. Et elle occupe un job de larbin. Pourquoi ? Dans la réception de cette maison d'édition, il n'y a pas de passage. Elle reçoit en moyenne, tiens-toi bien, un coup de fil par jour. Donc c'est-à-dire qu'elle est payée à ne rien faire. Elle explique que l'essentiel de son travail, c'est de passer des commandes en ligne pour l'un des éditeurs qui achète du vernis et des affaires personnelles, quoi. C'est ça son travail. Alors pourquoi ce job existe ? C'est complètement aberrant. C'est justement pour valoriser et l'entreprise, la maison d'édition, et les éditeurs pour lesquels elle travaille. Dans une entreprise digne de ce nom, pense-t-on, c'est une fabulation, mais en tout cas elle a un effet, il faut qu'il y ait au moins 3 personnes dans la chaîne de commandement. Dans le cas de la maison d'édition, il faut qu'il y ait un patron, il faut qu'il y ait des éditeurs, et il faut qu'il y ait des réceptionnistes. Sinon, tu commandes qui, tu vois ? Il faut quand même que tu aies ta hiérarchie sociale qui soit posée. Bah, ça, c'est des jobs de larbin. Et il y a un exemple qui sera peut-être plus parlant et plus historique. Si tu regardes une série comme Downton Abbey, bah, les valets de chambre, les valets de pied, quand tu vois la société qui se transforme, ils continuent à être là. Et ils servent plus à grand-chose. Mais par contre, ils sont un signe de la richesse du maître. Ouais, c'est ça. C'est de la noblesse en fait qui est donnée par rapport à des personnes qui travaillent pour nous, mais qui, au contraire, ne sont pas très utiles en fait. Ouais, mais qui sont là et qui montrent que tu as les moyens de les payer aussi. Et ça, c'est important. Alors, quand je te dis chaîne de commandement de 3 personnes, ça peut aller jusqu'à 10. Ça, c'est pour les jobs de larbin. Deuxième catégorie, là aussi, le terme est acide. Les porte-flingues. Là, on a l'impression de basculer dans les Sopranos ou dans un film de Scorsese. C'est les mafieux, quoi. Mais pas vraiment. C'est pas des mafieux. C'est des gens qui ont un rôle, pourquoi ils les appellent comme ça ? Agressif. Agressif et un rôle de manipulation. C'est-à-dire qu'ils cherchent à influencer à leur profit des gens. Agressif, ils cherchent à conquérir des marchés. Ils cherchent à défendre vos intérêts. C'est des métiers souvent qu'on a et des personnes qu'on embauche pour faire la même chose que son voisin. On est sur des marchés hyper compétitifs et il faut qu'on réponde à la concurrence. Alors ça peut être des lobbyistes, ça peut être des avocats d'affaires. Ça, c'est encore les catégories, les sous-catégories que crée David Graeber à l'intérieur des porte-flingues. Donc tu comprends, c'est des métiers qui vont être agressifs
et qui vont être manipulateurs. Il y a un autre exemple, peut-être plus prosaïque. Tu reçois, comme moi, je pense, plein d'appels téléphoniques de télémarketeurs. Ça nous ennuie. Il y a un témoignage très clair dans le bouquin de Graeber. Le mec explique que son travail, c'est de nous pourrir nos journées. Un télémarketeur, son job, c'est de nous pourrir nos journées. Et évidemment, il nous vend quelque chose dont on n'a pas besoin, mais il nous le présente comme utile. Et parfois, c'est même désagréable une fois qu'on a acquis cette chose-là. Donc, il est agressif, il t'embête quand tu ne lui demandes pas. Le samedi matin à 8h, on l'a tous reçu, cet appel. Et il cherche à te vendre quelque chose dont tu n'as pas besoin. Voilà le porte-flingue. Tu as une troisième catégorie. Alors là, je l'aime beaucoup, cette catégorie, parce que je crois qu'on vit tous un peu ça. Je pense que tu l'as déjà vécu en stage. Ça fait partie du job aussi souvent. Ça ne veut pas dire qu'on a un bullshit job, mais en tout cas, ça arrive souvent. C'est les rafistoleurs. Tu vois, chez toi, tu as un tuyau de plomberie, tu as une fuite. Le rafistoleur, il ne va pas régler la fuite, il va mettre du scotch autour. Ou alors, s'il pleut chez toi, il va mettre un bol ou un récipient en dessous pour accueillir l'eau de pluie. Et il va le vider régulièrement, mais il règle rien. Le rafistoleur, il est là pour gérer les urgences, pour régler les bugs, les failles informationnelles au sein de l'organisation, pour remplir le vide fonctionnel. C'est-à-dire qu'il est là pour boucher les trous, en fait. Son job, il est absolument nécessaire, mais il n'est pas valorisé. Il est tenu pour négligeable. Si on maintient un problème en l'état, c'est qu'on juge qu'il serait presque plus coûteux de le résoudre que de demander à quelqu'un de l'accomplir en plus. Alors, quand tu es professionnel et que tu as envie de bien faire, ce vide fonctionnel, tu le remplis tout seul et ça ne vaut pas gratification de la part de ton employeur. Il reconnaît le travail et il le voit à peine. Graeber cite un autre exemple, c'est le pauvre bonhomme qui aimerait scanner des documents pour les numériser dans sa boîte, mais on lui dit on n'a pas le fric pour acheter un scanner, donc tu vas faire des photocopies. Et donc il passe toute sa journée à photocopier et à classer dans documents papier dans des armoires ensuite. Donc tu vois un peu le niveau. Oh l'enfer. Je préfère encore apporter des cafés si c'est le cas. Bah écoute, surtout moi j'aime bien le café. Alors, si on poursuit l'enchaînement, maintenant on a les cocheurs de cases. Ceux-là aussi je les aime beaucoup. Les cocheurs de cases, ils produisent des statistiques, ils produisent des indices, ils écrivent des rapports parfois longs, avec plein de tableaux, de belles frises, etc., qui seront parfois jamais lus, mais ils seront là, ces rapports. Et donc, ils produisent un certain nombre de documents qui permettent de mettre des indices de performance, de donner des données quantifiées et quantifiables. Ce sont eux aussi qui montent les commissions. Dans toutes les grosses boîtes, il y a des commissions. Et on crée des commissions pour n'importe quel objet. Parfois des commissions de commission, pour voir le suivi de la commission première, si elle a bien rendu ses résultats, si elle est arrivée à ses fins et a atteint ses objectifs. Mais je te donne un exemple très concret. Sur la parité, tu te rends compte qu'il y a un problème de parité dans l'entreprise entre les hommes et les femmes. Tu montes une commission sur la parité. Est-ce que ça règle le problème? Pas toujours. Ça veut dire qu'une commission, elle est plus importante pour montrer qu'on a pris en considération et pris au sérieux ce problème, plutôt que de chercher à le régler. Et ça aussi, on peut le ranger dans la catégorie des bullshit jobs. Bah oui, parce qu'en fait, vraiment, c'est montrer une étude pour dire non, mais regardez, on a fait ça. Ouais. Alors que derrière, il n'y a absolument rien qui est mis en place pour résoudre ce problème. Tu as ta pile de dossiers en disant voilà, c'est toutes les études que j'ai produites. Et bah oui, on fait des choses. Oui, mais la réalité du problème, elle est là, concrète et elle reste. C'est un peu comme les rafistoleurs qui font des choses, mais le problème reste. Et enfin, tu as une dernière catégorie qui est assez désagréable, c'est les petits chefs. Les petits chefs, c'est ceux qui viennent t'embêter dans ton travail. Alors, ce que je n'ai pas dit sur David Graeber, c'est qu'il est anthropologue et il a toutes les titres de noblesse. C'est un vrai universitaire, il a enseigné à LSI, il est décédé le pauvre maintenant. Il est aussi anarchiste et convaincu. Je pense que c'est quelqu'un qui croit fondamentalement en l'autonomie et en l'intelligence humaine. Il pense qu'on est capable d'accomplir notre travail tout seul. Donc les petits chefs, ça l'énerve. Les petits chefs, c'est ceux qui viennent nuire à ton autonomie et qui viennent t'empêcher de faire ce que tu fais bien en créant des contraintes nouvelles pour justifier leur autorité. Donc si tu fais trop bien ton travail, on va faire en sorte que tu fasses un peu moins bien en te donnant des tâches nouvelles qui vont venir parasiter ton travail. C'est par exemple quand tu demandes à quelqu'un de remplir tout le temps des tableaux, des indices qui vont permettre de mesurer ta performance, etc. Plutôt que de faire ton travail, tu dois renseigner, tu dois donner des informations sur ton travail pour montrer qu'il a été bien accompli. Avec ça, tu as le panel des 5 bullshit jobs. Alors c'est une liste, hein, bien sûr, elle est exhaustive selon David Graeber. Tu vois que c'est des grandes catégories, c'est pour ça que je parle des jeux de cette famille, c'est un peu caricatural. Mais n'empêche, ce qui est intéressant à souligner, c'est que ça crée de la frustration à tous les niveaux. Celui qui occupe un bullshit job, est-ce qu'il est vraiment heureux? C'est une question qui peut se poser. Celui qui se retrouve sous l'autorité d'un bullshitter, c'est compliqué aussi pour lui de s'épanouir dans son travail. Donc de la frustration à tous les niveaux, un vrai vide de sens pour chacun, un vrai vide de valeur. Et ça me fait penser à un mythe
grec qui est bien connu, c'est le mythe de Sisyphe. Tu vois un peu ce que c'est? Ouais. Que c'est Ouais, je vois complètement. C'est Sisyphe qui doit pousser un rocher en haut d'une colline et dès qu'il arrive au sommet, elle tombe et donc il doit recommencer la tâche à l'infini en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est inutile. aberrant. Il est en train de pousser une roche et chaque fois qu'il se présente en haut de la colline, bien sûr, la roche redescend et il doit réaccomplir cette tâche. Et en fait, c'est assez typique chez les Grecs des punitions divines. Les punitions divines, elles sont absurdes, elles sont sans fin. La punition humaine, tu purges ta peine, il y a une réparation, tu es réintégré à la société. Les punitions divines, non. Bah, si je voulais être un peu provocateur, je dirais que les bullshit jobs, c'est comme la punition divine. C'est tu n'en vois ni le début ni la fin, tu n'en comprends pas le sens, mais il faut continuer. Ah ouais. Non, mais c'est vraiment aberrant en fait d'avoir cette inutilité qui est pourtant énormément gratifiée aujourd'hui en fait. Ouais, c'est une dette infinie. On a l'impression que les bullshit jobs, ça rentre dans cette catégorie, malheureusement, c'est un peu la provocation que de le dire, parce que c'est du vide, c'est une absence de sens qui crée de la frustration, qui crée du malheur. Heureusement, malheureusement, c'est compensé par le salaire. Donc ça crée de la frustration et ça n'apporte rien. Alors pourquoi on n'enlève pas juste ces métiers? Je te dis tout à l'heure que le travail était une activité rémunérée, mais pas que. On n'est pas simplement dans une question d'ordre économique. Pour t'en donner un exemple bien précis, un grand économiste célèbre, Keynes, que tu as certainement étudié, c'est le père des politiques de redistribution sociale, d'interventionnisme de l'État qui met de l'argent pour créer la croissance, c'était très pratiqué à une époque. Donc en 1930, Keynes, ce grand économiste visionnaire, prédisait que d'ici 2 générations, avec ses petits-enfants, ils n'auraient plus qu'à travailler 15 heures par semaine grâce aux progrès techniques qui ont été réalisés. Pourtant, si on regarde la situation, on y est. Hein. Tu pourrais être la petite fille de Keynes. Tu travailles pas 15 heures par semaine, je sais que tu es en stage en ce moment. Tu fais combien d'heures? 35, 40, 45, 50. Voilà, on est très loin des 15 heures par semaine. Et à ça, il y a plusieurs raisons. C'est que d'un côté, il y a ces bullshit jobs, ces jobs inutiles. De l'autre côté, tu as des gens qui n'ont pas d'emploi, malheureusement, qui sont donc au chômage. Et enfin, tu as tous ceux qui sont dans cette zone intermédiaire, qui n'ont pas des bullshit jobs, qui ne sont pas sans emploi, mais dont le travail est parfois parasité par des tâches bullshit qui vont prendre du temps. Alors, c'est pas un bullshit à proprement parler, mais c'est des tâches qui sont chronophages, qui sont parfois très agaçantes. Les réunions, on appelle ça la réunionnite aiguë. Faire des réunions sur tout et n'importe quoi. C'est remplir des tableaux tout le temps, des PowerPoint, etc. Enfin, tout ça va prendre énormément de temps et va te détourner de ton travail. Donc, si tu cumules tout ça, tu dis qu'il y a beaucoup de temps disponible pour d'autres personnes, pour créer une société de plein emploi et peut-être travailler moins, mais c'est pas les choix qui ont été faits. Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Je vais prendre un exemple, mon travail actuellement. J'ai un collègue qui passe son temps à remplir des tableaux, à faire des réunions tout le temps. À chaque fois qu'on lui demande un truc, il fait « Attends, tu te rends pas compte, j'ai plein de trucs à faire, etc. » Donc, je vois complètement ce que c'est. Et voilà, tu vois. Alors, si on traduit, je ne dis pas ce que c'est le cas de ton collègue, mais c'est vrai que on vend beaucoup de vent, voilà, socialement. Mais tu vois, il y a aussi peut-être une autre dimension. C'est que c'est pas simplement la dimension que souligne Keynes de certains choix économiques et sociétaux qui sont faits, plutôt que économiques d'ailleurs. C'est aussi une vision de la société qu'on peut avoir, donc c'est des orientations politiques. Par exemple, en fait, c'est un discours qui revient traditionnellement. Si on ne donnait pas de travail aux gens, qu'est-ce qu'ils feraient? On fabriquerait une société de gens paresseux, de gens qui seraient dangereux, parce que n'ayant rien à faire, ils se livreraient à des activités peut-être toxiques, socialement nuisibles, dangereuses. Donc ça, il y a ce versant-là. C'est un discours qu'on trouve très traditionnellement, et donc il faut occuper les gens. Et il y a peut-être un point encore plus fondamental si on prend du recul, c'est un point de vue cosmologique, dirait David Graeber, c'est ce qui interroge la place de l'homme dans le monde. En fait, c'est notre rapport au travail tel qu'il est philosophiquement ancré en nous dès la plus petite enfance. Mais on dit que le travail, c'est ce qui donne la dignité à l'homme. C'est quelque chose d'absolument central. C'est quelque chose qui va donner du sens à notre vie. Et dans ce travail, la question n'est pas d'être heureux ou épanoui. Au contraire, il y a une dimension presque sacrificielle. Travailler, c'est dur, c'est pénible, mais c'est ce qui donne du sens finalement à la vie. On le retrouverait par exemple chez un auteur que moi je fais étudier à mes étudiants en cours, Weber, avec l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, disant que les protestants, et notamment les calvinistes, ils se mettent dur à la tâche parce que c'est ce qu'ils ont à faire, quoi. Le divin est là et eux, dans leur job d'humain, ils ont qu'à travailler dur. Le travail devient une vocation, une façon d'honorer Dieu, mais sans en attendre quoi que ce soit en retour. Par exemple, Graeber, il va encore plus loin, il remonte au mythe d'Adam, ou au récit d'Adam, qui a perdu son statut divin, le jardin d'Éden, il est la déchéance, et qui devient humain, mortel, et qui doit travailler.
Pareil, quand tu prends Prométhée, qui vole le feu sacré, tu connais le récit, qui donne le feu aux hommes, et ben, ça condamne les hommes à devoir travailler, à devoir récolter, à devenir agriculteurs pour retrouver les fruits de leur travail et puis pouvoir se nourrir. Donc on voit toute cette dimension-là, qui est cosmologique, d'après Graeber, et qui fait que le travail est ancré dans notre vie et qu'il n'est pas lié au plaisir, mais plutôt à la souffrance et au dur labeur. Sa vision est complètement différente de celle actuelle qu'on peut avoir. Je te l'ai dit, Graeber, il parle du bullshit job comme quelque chose qui n'est pas simplement une orientation économique. C'est aussi une orientation politique, sociale, et j'ai même dit philosophique. Et allons encore un peu plus loin, c'est aussi un rapport de pouvoir. Il nous explique en fait que les bullshit jobs sont nés dans les années 70. Je reviendrai peut-être sur ce point. Mais si tu veux, c'est un rapport de pouvoir qui va s'exercer par ceux qui ont les moyens de créer ces bullshit jobs au profit d'autres qui vont du coup leur être redevables du travail qu'ils ont eu. En gros, il incrimine, il vise les 1% les plus riches de la planète. Quand je parle des 1%, ça doit évoquer normalement le mouvement Occupy Wall Street, ceux qui ont occupé Nuit debout à Paris, mais lui, il a été très proche de Occupy Wall Street. C'est en tant qu'universitaire, il s'est associé à ce mouvement, et ces 1% les plus riches sont ceux qui, d'après lui, ont initié les bullshit jobs. Ils ont capté une partie des richesses et ils ont créé des jobs qui sont inutiles, où on va non pas viser la compétence, parce que si ton job est inutile, ta compétence, elle n'est pas si importante que ça, elle n'est pas si fondamentale que ça, puisqu'on ne sait pas ce que tu apportes finalement à l'entreprise et à la société. Par contre, puisque tu es redevable à celui qui a créé ton travail, tu vas avoir un lien de fidélité, de loyauté personnelle. Et ça, un lien de fidélité ou de loyauté personnelle, c'est la définition même du rapport entre le maître et le serf, le maître et l'esclave, un lien personnel. Tu vois un peu le genre. Et donc du coup, tu vois, les 1%, ils en profitent et ils redistribuent des richesses ensuite, quoi. Non mais si je vous écoute, dans 2 minutes vous me parlez des Illuminati. Mais Graeber, il est pas un peu complotiste? Oui, alors là, je t'arrête tout de suite. Graeber, il n'est pas complotiste. Ce serait comme une conspiration sans conspirateur, en fait, qu'il propose. C'est-à-dire que c'est un changement de société, un changement structurel. Dans les années 70, il va se produire une financiarisation de l'économie. On le voit sur les courbes, c'est très sensible. La productivité progresse grâce à l'automatisation, grâce à la robotisation, grâce à l'informatique. Par contre, le niveau de rémunération, lui, progresse, mais pas aussi vite, ce qui crée un décalage. Jusque-là, on pourrait dire qu'il y avait un lien, une jonction naturelle entre les gains de productivité et le travailleur qui a permis ces gains de productivité. Son salaire augmentait comme la productivité. Et là, c'est plus le cas. Ça produit une financiarisation de l'économie. La richesse est captée par le capital, par ceux qui détiennent l'argent, donc les 1% pour David Graeber. Mais je te rassure, c'est pas le seul à penser comme ça, c'est pas parce qu'il est anarchiste qu'il pense comme ça. Il y a aussi, par exemple, un économiste français qui s'appelle Thomas Piketty, qui est mondialement connu, qui propose sensiblement la même analyse de ce qui s'est passé à cette époque. Donc cette richesse se détache, elle est plus liée au travail et à la production, et du coup, c'est le capital, l'argent, qui va produire de l'argent, c'est l'argent qui fait des petits, ce sont des abstractions qu'on va commencer à manuer, et ça, c'est la financiarisation de l'économie. Je te donne un exemple qui va probablement te parler. General Motors, fabricant automobile. Ouais, Eh bien, j'ai lu chez David Graeber qu'aujourd'hui, il gagnait moins d'argent avec la production de ces voitures qu'avec les intérêts générés par les emprunts pour acheter les voitures. Donc tu vois bien que c'est plus une question de fabrication, c'est plus une question de production, c'est une question de financiarisation de l'économie. Et ça, ce lien où on est dans la gestion et l'allocation des ressources et de l'argent, ça s'appelle, pour David Graeber, le féodalisme. Je vous écoute, j'entends, mais là, pour le coup, je suis complètement perdue. C'est bien d'être perdu parce que c'est là où ça devient le plus intéressant, en fait. Je trouve ça génial de revenir au féodalisme par Graeber. C'est un truc qu'on n'a pas du tout en tête. On est dans une société moderne, avancée, technologique, et pourtant, il nous parle de féodalisme. Mais de quoi parle-t-il? En fait, il nous explique que le féodalisme classique, c'est des paysans qui produisent, et une partie de cette production agricole, par exemple, est captée par leurs seigneurs. Ils captent une partie de ces richesses qui vont eux-mêmes redistribuer à leurs domestiques, à leurs propres paysans, à leurs soldats, et aussi à l'ensemble de la communauté, dont les paysans qui ont été, dans un premier temps, prélevés, en organisant des fêtes, par exemple, des fêtes pour la communauté. Voilà, l'impôt sert à financer les fêtes. Ça, c'est le féodalisme classique. C'est-à-dire que c'est un système et un rapport de pouvoir qui est fondé sur le prélèvement d'une partie des richesses et sa redistribution.
prélèvement, redistribution, et ça forme un système politique, un système de pouvoir qui n'est pas un système économique simplement. C'est un système de domination, un rapport entre un maître et son serf. On a connu, nous, un âge d'or industriel. On a connu aussi, ça c'est très documenté, tu l'étudieras probablement dans tes études si ce n'est déjà fait, la révolution managériale, c'est-à-dire la captation et la gestion du rapport à la production par des gestionnaires. Tous ces tournants-là ont été amorcés et ça a produit, selon Graeber, un nouveau type de féodalisme, le féodalisme managérial qu'on connaît actuellement, selon lui, et qui est aussi un rapport de pouvoir, de gestion, prélèvement, redistribution des richesses. Et pour lui, ça se fait avec les bullshit jobs. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On crée de la richesse, celle-ci est découplée du travail. Donc, les gens riches deviennent encore plus riches, mais il faut bien redistribuer une partie de cette richesse de façon à acheter la paix sociale. Et donc, on crée des bullshit jobs, des gens qui vont être ensuite loyaux, qui vont être ensuite fidèles et qui vont relayer d'une certaine façon le discours des plus puissants, les intérêts des plus puissants. Ça crée une chaîne de résonance, une sorte de ruissellement du haut vers le bas, un discours qui devient un discours qui s'impose à tout le monde. C'est ça la définition même de l'idéologie. C'est un discours auquel tout le monde finit par croire. Et je trouve ça très proche d'un auteur qui m'est extrêmement cher. C'est un auteur canonique, Étienne de la Boétie, quand il parle de la servitude volontaire. Parce qu'il dit pourquoi on obéit plutôt que de se battre pour notre liberté. Il dit c'est simple, c'est parce qu'en haut vous avez un tyran. Alors c'est une analyse qui date de 1500 et quelques, hein, tu comprendras bien. Tyran, qui a 4 ou 5 personnes qui lui sont rattachées, qui sont dépendantes d'elle. Ces 5 à 6 personnes, elles vont en avoir 10 ou 20 sous leur autorité, et ainsi de suite. Et par cette chaîne, tu remontes jusqu'à un système et un rapport de pouvoir qui est homogène et qui est bien tenu. D'accord, donc en fait c'est très clairement une pyramide. On a le tyran tout en haut et en bas on a les sous-fifres. Ouais, c'est ça. Et les personnes qui souffrent le plus sont les personnes qui sont en bas, j'imagine. Donc on n'est plus dans un féodalisme classique, mais dans un féodalisme managérial. Je te l'ai dit tout à l'heure, la richesse qui a été engendrée dans les années 70, les gains de productivité, l'automatisation, la robotisation, l'informatique qui viennent, font qu'on a besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre dans les entreprises et dans les usines surtout. Et donc on va créer une nouvelle catégorie de travailleurs, les bullshit jobs dont on parlait tout à l'heure, qui vont venir pulluler dans le secteur des services, et il est encore un peu plus précis, il va dire dans le secteur de l'administratif. C'est l'administratif qui va prendre le pas un peu là-dessus, et on va créer, avec ces jobs-là qui viennent se superposer en haut, là, au-dessus de ceux qui ont les mains dans le cambouis, vraiment, des process. Il va y avoir une inflation de process dans tous les sens. Et il a un schéma qui est assez drôle, je pense assez caricatural aussi, où il va comparer une université publique, où, parce qu'il faut faire des économies de moyens, il n'y a pas beaucoup d'administrateurs finalement, en tout cas leur inflation reste mesurée, et une université privée qui doit se conformer à beaucoup de critères et tout ça, où il va y avoir toute une caste d'administrateurs qui va apparaître. Il les compare pour voir pour la production d'un examen, d'un sujet d'examen. Dans l'université publique, tu as un chemin simple, tu as le prof qui fournit un sujet, point, c'est fini. Et tu vois dans l'université privée, là, des flèches dans tous les sens, il y a 10 interlocuteurs, il y a 10 allers-retours, ça devient extrêmement complexe. Voilà le mouvement qui est produit par cette inflation de bullshit job. Mais il n'y a pas des métiers, enfin tous les métiers sont confrontés au bullshitage, ou c'est seulement certains métiers ou des métiers très prestigieux comme des cadres? Écoute, on pourrait se dire qu'il n'y a que des bullshit jobs et des vrais jobs utiles, mais en fait la bullshitisation, elle touche tout le monde. Il y a des bullshit jobs, donc 100% garantis 100% bullshit, ils sont rares en fait. Par contre, la bullshitisation, grâce ou à cause de l'inflation des process, elle va toucher beaucoup de secteurs. Alors, au départ, c'était surtout des secteurs et des métiers où on pouvait quantifier facilement. Donc on pouvait créer des process simples. J'ai souvent parlé de taylorisme ou de Fordisme. Tu prends des opérations, tu les répètes en gestes divisibles, tu crées des process et bon voilà, c'est bon, c'est automatisé. Mais il y a des métiers, et même dans ces premiers métiers, il y a des activités où il y a de l'humain qui est en jeu. Et là, on s'est rendu compte que c'était vachement difficile de créer des process clairs à partir de la relation à l'humain. Alors on le fait, mais c'est beaucoup plus chronophage, c'est d'une complexité folle, c'est un volume de papier dingue, et à la fin, on n'y voit pas plus clair. Et les gens qui travaillent dans ces secteurs-là, souvent, ils sont en souffrance, parce que ce qu'ils savaient faire spontanément et le savoir incarné qu'ils avaient, on les en a dépossédés pour créer des process qui ne rendent pas leur travail plus simple. Je pense par exemple au métier du soin. On le voit, toute la question des hôpitaux et des infirmiers, des infirmières, tous les travailleurs du soin,
leur souffrance, elle est liée à ça. Ils disent, laissez-nous faire notre travail dans les bonnes conditions, on sait comment on peut l'accomplir. Je vais donner un exemple encore que je trouve génial, parce que horrible. Je crois que c'est au Danemark, mais je suis pas sûr. On a créé des process, on veut quantifier, on veut des meilleurs résultats, on veut montrer que l'hôpital public est plus efficace. Donc il faut réduire le temps d'attente d'un patient à l'hôpital. C'est plutôt une bonne intention au départ. On se dit, moins ils passeront de temps, plus vite ils seront pris en charge, mieux ce sera. Sauf qu'ils n'ont pas les moyens. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les patients, au lieu de les garder au sein de l'hôpital, on les a laissés dans l'ambulance. Sur le parking. Voilà. Mais les stats sont meilleurs, parce qu'ils ne sont pas dans les couloirs. Ah, mais vous allez me rendre complètement dépressive, Olivier. Vous pouvez pas me remonter un peu le moral? Que je reparte au moins avec le sourire de cet échange. Alors tu sais, Eugénie, moi, quand je dis des choses déprimantes, je suis joyeux. Non, je plaisante, c'est pas ça le sens. Je vais essayer d'y participer. C'est vrai que ce que je te décris est assez déprimant, assez sombre, et mauvais pour le moral et le corps, en fait. Parce que les gens qui sont dans cette situation-là, comme je l'ai dit, ils souffrent. Et on a l'impression de vivre dans une société du ressentiment généralisé. D'un côté, tu as ceux qui ont des métiers qui sont en soi gratifiants, qui ont du sens, qui ont de la valeur, qui apportent aux autres, mais qui sont mal payés, mal rémunérés, peu écoutés par leurs supérieurs qui prétendent ne pas comprendre ce qu'ils font. Et du coup, ils se mettent à rêver des bullshit jobs où on voit une rémunération qui est copieuse et intéressante. De l'autre côté, tu as les gens qui font des bullshit jobs, qui sont certes très bien payés, mais parfois, ils aimeraient bien renouer avec le sens, avec le travail authentique, le travail manuel, le travail en relation avec les gens, le travail où on voit le fruit de son travail, justement. Et bah voilà, ils ont pas ça. Donc parfois, on se dit qu'ils passent leur temps à embêter les autres pour pas qu'ils puissent s'épanouir dans leur travail. Ça, c'est ce que dit David Graeber. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, face à ça? La solution, en fait, c'est peut-être la société qui va nous fournir encore. On a vécu le Covid. On a vécu les confinements. Est-ce que tu savais qu'en 2021, 38 millions d'Américains avaient quitté leur emploi? Alors là, pour le coup, je savais pas du tout. C'est fou, hein? On appelle ça la grande démission. The Big Dismiss, The Great Resignation. Les gens quittent leur emploi parce qu'il n'a plus de sens, il ne leur apporte rien. Alors, je pense que cette crise-là, c'est une crise du sens du travail. Ce que cherchent ces gens, c'est à recréer du sens en effectuant peut-être des métiers ou des activités qui sont jugées non productives mais qui sont très utiles. Par recours à une activité associative, militante, que tu t'occupes du bien commun, que tu t'occupes d'écologie, que tu t'occupes des précaires, que tu t'occupes de la vie animale ou végétale, eh bien, ça a du sens et c'est un travail, on peut le considérer comme ça. Celui qui est artisan, qui cherche à créer du beau, qui cherche à partager ce beau avec ceux qui vont acheter le meuble qu'il aura fabriqué, le tableau qu'il aura peint, eh bien, lui aussi, il œuvre pour quelque chose qui est plus grand que lui. C'est peut-être ce qui nous permettra de retrouver du sens demain. Je l'espère en tout cas. Je l'espère aussi, vraiment. Ça me rassure pas vraiment ce que vous me dites, mais... Mais tu sais, en fait, je pense qu'on pourrait même se dire, qu'est-ce qu'on a fait là? Est-ce qu'on a travaillé, par exemple, Eugénie, aujourd'hui? Alors personnellement, j'ai profité, hein, mais on peut dire qu'on a travaillé. Et moi, je pense qu'on a travaillé et qu'on a fait un travail qui avait du sens et de la valeur. C'est sûr. J'espère que pour notre auditoire, ils accepteront cette leçon et la prendront agréablement, on va dire. Ouais, moi aussi.